ils l'ont fait sur des critères objectifs. D'abord. Deux systèmes. Hein. Donc, quand vous comparez les deux, quelle est l'analyse que vous faites? C'est de toute évidence que lorsque vous proposez, le chef doit accepter. Si le chef n'accepte pas, c'est que vous retournez, vous faites une deuxième lecture. Il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. S'il est un homme qui a marqué l'histoire de Cotonou, c'est bel et bien le préfet Modeste Tobula. Depuis un certain temps, l'homme est rentré dans un silence plat. Il vaque quotidiennement à ses activités. Il ne s'est plus intéressé à la politique, visiblement, mais au fond, il est un acteur qui travaille dans l'ombre. Nous rencontrons ce jour Modeste Tobula, après 6 ans passés à la tête de la préfecture de Cotonou, après qu'il a laissé donc cette préfecture il y a 6 ans. Nous le rencontrons, avec lui nous allons parler un peu de ce qu'il devient. Nous allons parler avec Modeste Tobula des travaux qu'il a eu à opérer dans la ville de Cotonou, le nettoyage des artères, des principales artères de Cotonou, mais surtout ce qu'il pense aujourd'hui de la politique et de la réforme du système partisan, texte implémenté depuis l'avènement du gouvernement de la rupture. Avec moi sur ce plateau, Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Adibouta, bonjour à notre invité et bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre chaque fois sur nos différentes plateformes. Modeste Tobula, lorsqu'on le dit, la plupart de ceux qui sont avec nous, ceux qui sont dans la ville de Cotonou le savent. Modeste Tobula est un acteur clé qui aurait marqué l'histoire de la ville de Cotonou. Monsieur Tobula, bonsoir. Bonsoir, M. Adibouta. C'est un plaisir de vous retrouver après tout ce temps, surtout sur nos plateaux. C'est un plaisir partagé. Voilà, Modeste Tobula, lorsqu'on parle de vous, après, n'est-ce pas, ce temps passé à la tête de la préfecture de Cotonou, qu'est-ce que vous devenez? Bon, ben, écoutez, je suis là. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas facile. Ben, je fais de petites consultations. J'ai une société de gardiennage qui opère vaille sur le terrain. Et à mes heures perdues, j'essaie de lire quelques documents, de m'imprégner un peu, de me cultiver un peu. Mais surtout, je suis tout ce qui concerne, toute activité, toute information qui concerne mon pays et la manière dont les choses se sont passées après nous. Voilà. Et Modeste Tobula, avec un peu de recul, est-ce que vous pensez que les efforts que vous avez déployés pour libérer l'espace public à Cotonou, ces efforts ont porté leurs fruits? Oui, toute modestie mise à part, je pense que oui. Oui, parce que lorsque vous... je vais prendre juste 2 ou 3 exemples. Lorsque vous prenez la terre qui mène derrière le Ciné Concorde jusqu'à Sécandi, au moment où on faisait les opérations de libération du domaine public, vous connaissez bien cette voie. Et aujourd'hui, elle a été aménagée, et très bien aménagée d'ailleurs, et cela fait un raccourci terrible pour les utilisateurs de la voie et ceux qui restent à Porto-Novo ou bien ceux qui utilisent beaucoup plus l'autre côté de la... Alors, quand vous prenez seulement cet exemple, on peut dire que cela a un impact très positif dans le quotidien des Béninois. Mais encore, je veux parler beaucoup plus des bonnes dames, parce que le reproche qu'on nous a eu à faire pendant tout ce temps, c'est que nous avons cassé le commerce des bonnes dames. Mais là encore, vous voyez les marchés publics, les marchés qui ont été érigés, les marchés modernes, avec, je me rappelle très bien, au moment où ce projet devait être mis en œuvre, le chef de l'État, le ministre de l'Environnement, du cadre de vie à l'époque, ne peut pas vous dire combien de fois on a pu changer
l'APD, on a pu changer la contexture, parce que le chef de l'État voulait des ouvrages qui résistent vraiment dans le temps, qui soient de très bonne qualité et dont on peut dire qu'ils doivent avoir un minimum de temps d'amortissement de 50 ans. Alors, il y a eu tellement de critères autour. Et aujourd'hui, vous avez vu, les bonnes dames sont de très bonnes conditions. Et c'est même des places qui ont été attribuées à des prix très abordables, qui ne soient pas, contrairement à ce que les gens ont voulu ventiler dans l'opinion pour dire, bon voilà, c'est une manière de faire du commerce. Aujourd'hui, les dames, vous les approchez, elles vont vous dire qu'elles sont dans de bonnes conditions de travail. Mieux, lorsque, j'ai raconté, j'ai eu beaucoup d'anecdotes comme ça. Allons-y. Il y a un de mes amis qui est sorti pour aller manger quelque part. Et au téléphone, moi je l'ai appelé. Il a dit, ah oui, bonjour M. Toboula. La dame qui vendait à l'époque a été bougée de la rue. Mais elle a pu trouver quand même une place dans une maison pour pouvoir... Plus intéressante. Hein? Et puis elle a fait un aménagement sommaire. Et du coup, son chiffre d'affaires a changé, a galopé. Et l'ami a mangé sans payer. Elle lui a demandé, ah, si vous le connaissez, dites-lui qu'au final, il nous a fait du bien. Alors, je pense que nous devons mener une étude technique, une étude scientifique, pour apprécier l'impact de la libération des espaces publics. J'aime pas utiliser le terme de guépissement. Il n'est pas trop adapté à ce que, en tout cas, au sens que nous avons donné à l'opération. Donc, il faut forcément que, officiellement, on fasse cette étude-là. Et c'est pas forcément... J'appelle les organisations de la société civile dans une démarche d'honnêteté à mener une étude et à rendre public les résultats de cette étude. Moi, je l'ai fait, et je sais les résultats que moi j'ai eus. Allons-y. En réalité, c'est une opération qui a donné plus de positifs que de négatifs. J'allais même dire, sans trop me prendre la tête, rien n'a été négatif dedans. Sauf que, par rapport à la formule qu'on a utilisée, beaucoup ont pensé, à bonne raison d'ailleurs, qu'on a été un peu trop brutal, on a été un peu trop inhumain, on a brutalisé les gens. Alors je voudrais rappeler les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Parce que vous me donnez l'opportunité depuis des années... Bien sûr, de vous expliquer, parce que là c'est la première fois. C'est la première fois d'ailleurs que, en dehors de la charge, je puisse prendre la parole pour expliquer aux populations béninoises les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Moi, j'ai été nommé le 28, j'ai pris service le 28 juin 2016 en tant que préfet du littoral, dans un contexte où il y avait des braquages 2 fois par semaine à Cotonou, où les populations ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations en toute quiétude, où il y avait des tas d'immondices d'ordures partout dans la ville, où on peut dire que tout était mélangé. Je préfère utiliser des termes terre à terre pour qu'on puisse comprendre effectivement la situation. C'était de la véritable bouillabaisse. Hein? Voilà. Et je prends service, dans la semaine dans laquelle j'ai pris service, j'ai été accueilli par 2 braquages. Il y a un comité d'accueil qui attend. 2 braquages. Alors, tout de suite, il fallait prendre des décisions. En même temps et tout de suite, il fallait prendre des décisions. Faut-il, à cause des humeurs des uns et des autres, rester là à tergiverser avant de prendre des décisions pour apporter une solution? Parce que quand on vous met à un poste, on vous met à un poste pour apporter des solutions au problème de la cité. Et le problème de braquage, à l'époque, était un problème important. Donc, tout de suite, nous avons pris la responsabilité, et ça, je l'avoue aujourd'hui, sans consulter le chef de l'État, ni même le ministre en charge de l'Intérieur, nous avons pris la responsabilité de prendre un arrêté et d'interdire la circulation des motos dans la zone commerciale. A priori, déjà, il faut souligner que
Un préfet est le représentant du pouvoir central et de chacun des ministres pris individuellement. Au niveau du département. Au niveau du département. Alors, donc, vous êtes un petit chef d'État, en quelque sorte. Oui, il faut le dire. Sous d'autres cieux, on les appelle les gouverneurs. Les gouverneurs, et qui sont des mini-chefs d'État. Donc, il y a... Parce que tous les ministères se déposent sur votre tête. Absolument. En règle générale, et on peut dire en droit administratif, un ministre ne peut même pas aller dans un département sans d'abord aller saluer le préfet qui représente l'autorité de l'État au niveau départemental. Donc, il y a des actions pour lesquelles vous êtes confrontés à prendre des décisions urgentes sans même consulter votre hiérarchie et de rendre compte, quitte à subir comment appelle-t-on, une sanction ou pas, ou à être félicité. Donc, nous avons travaillé dans ce contexte-là. C'est pourquoi beaucoup de décisions ont été prises très rapidement pour barrer un peu la route à ces braqueurs. Quand ils ont quitté la zone, quand nous avons pu prendre cette décision, ils se sont repliés sur les supermarchés du pays. D'où nous avons aussi, à l'époque, pris la décision de dire, bon, que nul ne va aller faire des achats en ayant de surliquidité sur lui. Et qu'il fallait forcément prendre par les réseaux mobiles de paiement ou toute autre forme. À ce moment-là, ce n'était pas apprécié de la population. Bien évidemment, parce que d'aucuns ont pensé que je faisais du business en tout. En fait, le Béninois est terrible. Ils vous jugent sans vous connaître, ils vous jugent, ils apportent des jugements de valeur sur vous, sans faire le distinguo entre l'activité, la fonction que vous occupez, les responsabilités que vous avez, les charges qui vous amènent à prendre des décisions, sans voir l'intérêt général, le bien fondé des décisions que vous prenez. À l'époque, je sais ce que j'ai subi. D'ailleurs, je suis habitué, j'ai été, on peut dire, l'autorité la plus controversée de la République. On m'a traité de tous les noms, on m'insultait de gauche comme de droite, mais j'avais la chance d'avoir Dieu. C'est une chance. Et je l'affirme. Et je l'assume. Parce qu'il faut avoir Dieu pour subir toute cette, je vais dire, toutes ces pressions psychologiques, toutes ces... c'est pas facile à vivre. Bien sûr, si vous n'avez pas Dieu, vous craquez. Modeste Tobola, si c'était à refaire, quels sont les aspects sur lesquels vous allez mettre l'accent aujourd'hui? En fait, si c'était à refaire, j'allais faire la même chose. Si c'est les mêmes conditions dans lesquelles nous avons pris nos fonctions, si les conditions n'ont pas changé, moi je ne vois pas, je ne me mens pas à moi-même. Moi d'abord, je suis un être très passionné, je suis passionné dans tout ce que je fais. Et je peux dire que moi j'ai travaillé d'abord par amour pour mon pays et ensuite par amour pour le chef de l'État, que je portais véritablement dans mon cœur. Un monsieur avec qui je n'avais pas d'acquaintance particulière, pas du tout. Moi, j'ai cru en lui très tôt et j'avais assumé mes positions. Souvenez-vous, avant d'être préfet, je suis cadre de l'administration. Et j'avais déjà, en 2016, je comptabilisais déjà 15 ans d'expérience dans la fonction publique. Donc, on ne peut pas parler de ce pays sans que je n'en connaisse quand même le fonctionnement. Et j'ai servi à des niveaux qui me permettaient quand même d'avoir une vue sur le fonctionnement de l'action publique, enfin sur la mise en œuvre de l'action publique. J'étais assistant de M. Nyakadia, ça a été mon premier poste d'ailleurs. Bref, au ministère de l'Environnement, le MEU à l'époque. Donc, j'ai eu déjà à travailler en tant que fonctionnaire, à militer, parce que, souvenez-vous, hein, j'ai été le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du secteur de l'environnement, mais bien avant, j'ai un mouvement politique, l'Union pour l'émergence de l'élite politique, et M. Soudé, vous vous souvenez. C'est avec ce mouvement-là que nous avons travaillé en 2016 pour aller
à mot par mot. Nous ne faisions pas des actions de charme où on montrait qu'on est en train de travailler, non, mais on avait travaillé. On avait travaillé et on allait dans les maisons. On avait un argumentaire solide que nous développions à l'époque sur notre candidat et qui a marché. Parce que, après tout, c'est le contact direct avec les populations. Il fallait vendre notre candidat, qui n'était pas connu de tout le monde à l'époque. Les gens en entendaient parler, mais personne ne connaissait qui était Patrice Talon. Donc, nous avions eu à faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, à l'époque, en 2016, tout était, pas seulement au niveau du département, mais dans le pays, le fonctionnement général de l'État, tout était méli-mélo. Méli-mélo. Et je puis le dire. Je puis le dire parce que on était dedans aussi. On était des acteurs. Hein? Secrétaire général du syndicat, on allait à des négociations collectives. Et vous souvenez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. L'affaire d'Anivaux. C'est l'affaire d'Anivaux qui a fait naître la COSINAP, dont j'étais membre fondateur à l'époque, la coalition des organisations de l'administration publique. Parce que l'affaire d'Anivaux a débouché sur 25% d'indice, du point indiciaire qu'on avait accordé aux travailleurs du secteur des finances. Et nous, à l'époque, on s'est rebellé pour dire, mais non, nous sommes tous, on n'a pas de... Les gens du ministère des Finances n'avaient pas un statut particulier qui puisse leur donner droit à cet avancement du point indiciaire. Et donc, il fallait étendre la mesure à tout le monde. Ça nous a fallu faire 1 mois et demi de grève et tout. Bref, c'est pour vous dire que le pays ne fonctionnait pas correctement. Donc, le chef de l'État devrait rectifier des choses dans l'urgence. Et nous, on a été juste là, à côté de lui, pour l'accompagner dans cet exercice vraiment pénible. En début de... Vous prenez les rênes d'un pays où vous êtes obligé à vous décarcasser pour rectifier le désordre que les autres ont eu à faire. Ce n'était pas facile. Donc, si c'est dans ces conditions-là, si aujourd'hui le pays redevient un pays ingouvernable, ce qui n'est plus possible, ou bien les conditions qui étaient réunies en 2016 pour qu'on arrive au pouvoir, si c'est les mêmes conditions, je ferai la même chose. Alors, Modeste Toboula, ce que vous reprochez dans le temps, c'est quand même la violence avec laquelle vous avez, disons, balayé les artères de la ville de Cotonou. D'où vous vient ce courage? D'abord, je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui se seraient sentis violentés. Et je voulais dire que nous n'avons pas fait cela de mauvaise foi. Nous n'avons pas agi foncièrement contre eux. Nous étions dans des fonctions... Notre seul but, c'était d'avoir des résultats. Et l'incivisme à Cotonou, vous savez bien, à Cotonou, tu ne pouvais pas garer ta moto devant le portail de quelqu'un. Tu ne pouvais pas même passer en temps de saison pluvieuse devant le portail de quelqu'un. Il y a déjà des barrages, etc. Donc, ce contexte-là, nul ne peut se développer dans le désordre. L'indiscipline n'est pas un indice, n'est pas un baromètre, n'est pas un facteur de développement. Donc, quelles que soient les ressources que vous avez, quelles que soient les bonnes idées que vous avez, il fallait forcément amener nos compatriotes à rentrer dans une logique de discipline, du respect de l'autorité d'État, du respect des règles qui font que la vie en commun devient plus facile. Et ça, il ne fallait pas faire en étant, excusez-moi le terme, flemmard. Je ne suis pas en train de dire que je suis un super-héros. Non, pas du tout. Mais il fallait affirmer une certaine fermeté pour que tout le monde puisse comprendre que, attention, ce n'était pas de l'amusement. Moi, il m'est arrivé, j'ai des cousines qui ont été balayées des rues. Et là, quand on allait à Tokba, j'avais une cousine là qui avait déjà dit à tout le monde, oh non, laissez tomber. Il ne viendra pas ici, il va faire ça. C'est mon cousin. C'est mon cousin. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. C'est mon cousin, il ne va pas venir. Alors, bref, moi quand je suis arrivé, c'est chez elle que je suis allé premièrement.
Elle était enceinte, hein. Elle était à terme pratiquement. Et elle dit, mais Fofo, ça c'est parce que elle a été obligée de... Elle dit, Fofo, c'est un beau mon mien. Bon, bref. Elle pensait qu'en évoquant le lien de parenté. Le lien de parenté. Alors, mais après, puisque elle, je la connais, je ne pourrais pas faire ça pour tout le monde, mais tous ceux qui après me voient en privé pour dire, ah, ton action a eu tel impact sur moi, dans la mesure du possible, je les aidais toujours à trouver une petite solution. C'est pour vous dire que on ne peut pas faire une telle opération en étant mi-figue, mi-raisin. Soit vous assumez et vous le faites, ce que j'ai fait, avec toutes les conséquences possibles, ou alors vous rejetez la charge. Il n'y avait pas de demi-mesure. Maintenant, ça dépend de l'angle auquel on se trouve pour pouvoir apprécier. Sinon, je ne suis pas un homme violent et je n'ai pas exercé le pouvoir dans l'intention de faire du mal. J'ai exercé le pouvoir avec la conviction qu'il fallait faire ça pour les générations à venir. Il fallait changer les choses. Lorsque vous regardez un peu, hein, vous avez dit que vous avez fait une étude. C'est vrai que nous aussi, nous avons fait nos enquêtes. Votre étude a donné quoi en matière, n'est-ce pas, d'amélioration des conditions de vie des populations qui habitent la ville de Cotonou? Vous savez, je voulais d'abord dire ceci. André Marguette, j'aime bien cette citation de lui. Il dit, le bonheur est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Donc déjà, vous ne pouvez pas faire le bonheur d'un individu. Vous ne pouvez pas résoudre toutes les attentes d'un individu. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour ce qui concerne la vie en commun, parce que en dehors, chacun de nous a ses objectifs de vie, a ses prérogatives de développement, mais nous sommes obligés de vivre ensemble, de partager un espace ensemble. Pour ce qui concerne cet aspect des choses, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de points positifs. Premièrement, en termes d'aménagement, imaginez aujourd'hui que tout ce qui s'est fait, il n'y a pas de route visible, il n'y a pas de résultat visible. Est-ce que nous pouvons encore sortir à Cotonou? C'est l'occasion de remercier le chef de l'État pour avoir respecté ses engagements politiques. Ce n'est pas tous les hommes qui font le travail qu'il a eu à faire. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, M. Patrice Talon n'est pas un homme simple. Il a quelque chose de plus qu'un homme normal. Je ne le dis pas pour l'encenser, je ne suis pas un griot. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis moi-même en tout état de cause. Mais il faut reconnaître en l'homme qu'il a quelque chose de particulier. Et c'est d'ailleurs ces choses-là qui ont eu à me galvaniser, moi, à travailler corps et âme pour lui. Parce que j'ai senti en l'homme une grande volonté, de l'enthousiasme à améliorer les conditions de vie de ses compatriotes et surtout à changer le cours de l'histoire de notre pays. Et donc, par rapport à cela, il fallait s'engager totalement. Et c'est ce que nous avons fait sans état d'âme et sans regret. Oui, justement, 10 ans après, bientôt, la fin du second mandat du chef de l'État, quelle lecture faites-vous de sa gestion, puisque vous étiez au départ avec lui? Vous étiez même précurseur des travaux, parce que là, Cotonou était le point de départ de toutes les actions qui ont été engagées d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, moi je pense, en toute honnêteté, qu'il faut saluer le chef de l'État. Dans tous les domaines, il y a eu des résultats. Je vous donne un seul exemple. Lorsque vous prenez le côté finances publiques, aujourd'hui, il y a eu la digitalisation. Aujourd'hui, les recettes de l'État, le PIB s'est amélioré, les recettes propres de l'État se sont améliorées simplement parce qu'il y a eu du travail qui a été fait pour réduire les fuites des capitaux. Deuxième chose, quand vous prenez du point de vue aménagement du territoire, la nature des infrastructures réalisées, leur qualité, ce n'était pas, c'est pas la même chose que nous avons connue dans ce pays en matière d'aménagement du territoire. D'érection des infrastructures de diverses sortes, que ce soit au niveau des routes, que ce soit
Il faut voir les cités administratives qui sont en train d'être construites. C'est des infrastructures de très haute qualité. De très haute qualité. Et lorsque vous voyez la vision qui a sous-tendu tout ceci, c'est-à-dire faire du Bénin un pays émergent, mais quand on dit émergent, ce n'est pas ce que nous avons connu. Non, véritablement émergent en 10 ans. Ou un pays émergé. Voilà. Aujourd'hui, on a de la fierté à être béninois. Que ce soit quand vous allez à l'extérieur, que vous dites que vous êtes béninois, on vous respecte. On vous respecte parce que on sent que le Bénin aujourd'hui rayonne. Et c'est à l'actif du chef de l'État. Quand vous prenez dans le domaine agricole, les ATDR qui ont été... il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne communique pas au niveau de l'État. Et ça c'est un handicap pour nous. Moi, les quelques mois que j'ai fait au niveau de la préfecture, j'ai eu à voir, puisque les ATDR, par exemple, au niveau de l'administration, il y a des réformes dans le secteur où on peut dire qu'il y a des banques agricoles aujourd'hui, des pôles qui permettent à tout citoyen voulant s'investir dans l'agriculture d'avoir les moyens de le faire, d'être accompagné techniquement et de réussir son projet agricole. Et je peux prendre le secteur de la santé. Pareil, les choses sont visibles. D'aucuns disent que oui, voilà, le chic a été... c'est pour les VIP. C'est pour... Non, même pas. Que c'était un projet déjà négocié, cuit par le... Rien n'est cuit. Quand je prends la route des pêches, où moi, en tant que travailleur au cabinet du ministre de l'Environnement, de la Terre et de l'Humanité de l'époque, j'ai eu à participer à plusieurs réunions. Il y avait M. Johnson qui était... président du comité interministériel de supervision de ce projet, et ça a toujours piétiné, mais il a fallu le leadership du chef de l'État pour non seulement redimensionner le projet, lui donner une grande visibilité et un intérêt beaucoup plus pratique dans son développement pour qu'on en arrive là. Je prends simplement la question de la fixation des chefs-lieux des départements. Ça, c'était un débat houleux. Voyez-vous, c'était un débat qui existait depuis des années avant que... Mais qui n'avait été jamais tranché. Qui n'avait été jamais tranché. Simplement parce que on avait peur. Il y avait le populisme dans lequel baignait le leadership de notre État à l'époque ne permettait pas de prendre des décisions cruciales pour le bon fonctionnement de l'État. Mais il a fallu un monsieur comme le président Patrice Talon pour dire « Je vous aime, mais je préfère être objectif dans la fixation des... » Donc, ça a carburé un peu, mais ça s'est calmé. Mais ça s'est calmé. Est-ce que vous pensez, si vous regardez, est-ce que vous pensez que les Béninois vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Parce qu'on dit que l'assiette de la ménagère s'est amenuisée. Oui, vous savez, on ne vivra jamais mieux dans la vie. Nous sommes des êtres. La nature de l'homme, c'est qu'il cherche un plus toujours. Le but de l'action publique, c'est de garantir d'abord la paix, la cohésion sociale, de garantir l'intégrité, la bonne émulation, la saine émulation de l'ensemble des habitants et de garantir le minimum de conditions de vie pour les gens. Moi, je ne peux pas opiner objectivement par rapport à ça parce que je fais partie de l'équipe. Et je m'abstiens de donner un point de vue parce que ce point de vue ne sera jamais honnête. Ça va être un point de vue mitigé. Je suis dans la peau de gouverneur, donc il appartient aux autres d'apprécier l'action que nous avons menée pour dire si effectivement les populations vivent mieux aujourd'hui qu'hier. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées, qui peut-être ne sont pas connues de tout le monde, mais qui
sont de nature à concourir au bien-être général de l'ensemble des populations. Alors, quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec le chef de l'État? Ben, écoutez, le chef de l'État reste pour moi quelqu'un, un mentor, un grand frère. Un grand frère. Et je n'ai pas de relation houleuse avec lui, pas du tout, bien au contraire. Nous avons de bonnes relations, un peu comme un petit frère, comme un grand frère. Et le reste, il est à la charge et il n'est pas très indiqué aussi de... Quand vous n'avez pas un sujet particulier, vous ne pouvez pas être en train d'appeler un mentor. Un mentor qui est rompu à la tâche. Donc, de toute façon, moi, je suis très dégagé, je suis en bonne intelligence avec lui, il n'y a pas de souci. 2026 s'annonce à grands pas. Oui. Le ministre des Finances, Gomer Wadaini, a été désigné par la mouvance. Vous êtes membre de l'UPR. Pour continuer les actions du chef de l'État. Pourra-t-il effectivement faire le job? Vous savez, lorsque j'analyse le choix du candidat Romuald Wadaini, je trouve que nous avons fait preuve d'intelligence. Je dis nous avons fait preuve d'intelligence. De stratégie. Oui, de stratégie aussi. Parce que, qui vous souviennent, en 2016, moi, des entretiens personnels que j'ai eus avec le candidat, et là je parle de 2016, avec le candidat Patrice Talon, c'était qu'il prenait l'engagement qu'au bout de son mandat, qu'il aurait le plaisir de transmettre le pouvoir à une jeune génération. L'objectif qu'il poursuivait, déjà en 2016, l'objectif c'était de faire en sorte que nous les jeunes qui nous associent à la gestion du pouvoir, que nous ayons la main, que nous ayons l'expérience qu'il faut pour que à la fin de son mandat, que la jeunesse véritablement prenne le relais. Je pense qu'il est dans la même logique aujourd'hui en choisissant un candidat qui a eu le temps de travailler, qui a eu le temps de se donner, qui a eu le temps de gérer notre pays avec lui. Pour moi, c'est un bon choix. C'est un choix qui favorise la transmission du pouvoir à une jeune génération. Sur les questions. Et l'homme aussi a ses qualités qui a opté pour en faveur de ce choix. Alors, on a vu, pendant que de l'autre côté, on a vu Boniaï qui a voulu jouer aux démocrates, mais qui finalement a fini par procéder presque de la même manière que Patrice Talon. Quand vous comparez les deux, quelle est l'analyse que vous faites? D'abord, je dois dire que lorsqu'on parle d'imposition, je trouve que ce n'est pas une imposition en réalité. C'était devenu une évidence. Parce que mes patrons des partis, je veux parler en ce qui me concerne de l'UPR, qui ils l'ont fait sur des critères, a fait la proposition objectif. D'abord, avec c'est de ça qu'il s'agit. Le BR et les Maintenant, c'est de toute évidence que lorsque vous proposez, le chef doit accepter. Si le chef n'accepte pas, c'est que vous retournez, vous faites une deuxième lecture. Il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. Donc, à un moment donné, effectivement, le chef de l'État a accepté le travail qui a été fait par les partis politiques qui ont fait ce choix. Comment ça a été aussi rapide que ça, ce travail? Parce que là, on a eu une assise et juste après l'assise, on a reconnu le nom du candidat. Oui, Est-ce qu'il y a eu des travaux de laboratoire entre-temps? Mais on ne peut pas sortir le nom du candidat s'il n'y a pas eu de travaux de laboratoire. En fait, c'est un leadership qu'il faut apprécier d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est ce qui se passe en face aujourd'hui, un spectacle un peu déshonorant. Déshonorant parce que c'est vrai, le chef de l'État, l'ancien chef d'État, M. Boniaï, qui est le président du Parti Les Démocrates,
à son leadership personnel, à ses qualités personnelles, que moi j'apprécie en tant qu'être humain, mais en matière de management public, en matière de management politique, je pense que il y a quelques petites choses à rectifier. Parce que la gestion des hommes, soit vous la faites en toute honnêteté, on sait que celui-là, un peu comme aujourd'hui on m'accuse d'être brutal, on m'accuse d'être violent, etc. Simplement parce que je ne mâche pas mes mots et quand je veux aller, j'y vais sans embâche. Très fort. Pas forcément très fort, mais j'y vais naturellement et sans embâche. Avec le maire de Cotonou. Bon, oui, c'est vrai. C'était la bonne époque. Ben, écoutez, mais alors, je vais revenir sur ça, mais pour dire, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il y a eu beaucoup d'hypocrisie au sein du Parti Les Démocrates. Et aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Je pense que ça doit être une leçon pour nous tous qui sommes appelés à gérer la chose publique, que ce soit en politique, que ce soit dans des milieux techniques et autres. La gestion des ressources humaines est très importante dans une gestion publique et une gestion politique. On reproche à Omer Wadaye de n'avoir pas d'expérience politique. Oui, vous savez, un candidat qui a travaillé à un poste comme le sien, qu'est-ce que vous appelez l'expérience politique? Et déjà, il a déjà une expérience politique. Il n'a jamais milité. Oui. Moi, je ne connais pas honnêtement, je ne peux pas parler du candidat je ne connais pas son passé. Je ne sais pas quelle vie de militantisme il a eu à faire, certes, mais dès lors qu'il a été choisi par un système, le système travaille avec lui pour connaître les résultats. Il n'a pas besoin. Quel homme doit avoir l'expérience dans tous les domaines? Il n'y en a pas. Et nous n'avons pas toujours la même chance dans la vie. Il y a des gens qui ont milité parce que la vie, à un moment donné, les a imposés. Ils étaient obligés de militer, de combattre. Un peu comme nous autres, toute notre vie a été une vie de combat. Donc, ça, c'est la vie qui vous donne l'occasion de le faire. Il y a d'autres qui n'ont pas forcément ce parcours, mais cela ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas ce parcours, que vous ne pouvez pas gérer. Ce n'est pas évident, ce n'est pas la même chose. Quelle expérience politique voulez-vous d'un cadre qui a été nommé pour rester au bureau, de par la fonction qu'on lui a confiée? Vous avez vu, on a connu la Covid dans ce pays, on a connu la fermeture des frontières. Il fallait apporter des solutions urgentes pour qu'on y ait une résilience collective pour pouvoir sortir de cette crise-là. On ne peut pas être en train de travailler à ces choses et aller encore sur le terrain, aller à des meetings. C'est deux choses incompatibles. La charge était suffisamment sérieuse. La charge était suffisamment sérieuse pour que le candidat se mette à aller à des réunions politiques, à aller dans des... Alors qu'il y a des grandes décisions. Alors qu'il y a des grandes décisions. Maintenant, si... Le poste était aussi très stratégique. Le poste était très stratégique. Maintenant qu'il va rentrer dans sa peau de candidat, forcément, il aura une équipe de campagne. Il aura des conseillers politiques. Il aura des gens qui vont l'accompagner dans le déroulement de la campagne. Il pourra aujourd'hui être plus apte et disposé à rentrer au cœur de la population, à aller au fin fond des populations, s'enquérir des réalités profondes, du Bénin profond, et pour pouvoir apporter des solutions idoines, des solutions que les populations attendent de lui en tant que futur président de la République du Bénin. Alors, comment entrevoyez-vous la présidentielle de 2026? Ben écoutez, je ne suis pas de ceux qui pensent que le match est plié. Je le dis en toute honnêteté. Il faut travailler. C'est vrai, nous avons toutes les chances. On a déjà au moins 70% de chances. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Ben, vous pensez, honnêtement, de vous à moi, vous pensez que tout ce qui a été fait, si on doit, même si au Bénin, nous avons été habitués à un vote sanction chaque 10 ans, mais cette décennie n'est pas la même à comparer aux autres décennies. Cette décennie a été une décennie de rupture de la mauvaise gestion, de rupture de certain nombre de choses qui obligeaient les populations à rompre, quand je dis rompre, excusez-moi la tautologie, à rompre avec la gouvernance. Mais ces 10 dernières années
ont montré qu'il y a eu du travail qui a été fait. Le bon sens aurait voulu qu'on continue. Et je ne pense pas que les Béninois, l'état d'âme des Béninois aujourd'hui est forcément de sanctionner un être et de ne pas continuer à donner la chance au Bénin d'évoluer sur la pente progressive de développement qu'il a eu à prendre. Donc, de ce point de vue, nous avons théoriquement, pratiquement, une avance parce que nous avons mené le pays, on a travaillé à ce que le pays atteigne un niveau de développement tel que, logiquement, tout Béninois, patriote, devrait aider à continuer. De ce point de vue. Mais Valentin, si vous permettez, mais on reprocherait au régime de la rupture de ne pas pouvoir mettre l'accent sur l'aspect humain. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on dit cela, c'est discutable. C'est discutable. C'est discutable parce que le Bénin a été habitué à un leadership de populisme à outrance. Vous avez vu l'ancien chef d'État, lui, il aimait ça. Et c'est sa nature. C'est sa nature. Vous voyez, M. Soudé, lorsque vous aurez un poste demain, quel que soit ce que vous allez faire, votre nature intrinsèque va transparaître dans la gestion de ce qu'on vous a donné. Si le président Talon n'est pas habitué au monde, encore que c'est une vue d'esprit, si le président Talon n'aime pas le populisme, lui, il aime faire les choses de façon fine, de façon, je vais dire, il a une certaine qualité de vie qui lui permet de ne pas se comporter comme tout le monde. Si moi, j'aime me mettre en vue et que lui n'aime pas se mettre en vue, forcément, vous aurez l'impression que l'autre est plus humain que l'autre. Alors que dans les faits, ce n'est pas pareil. Pour dire que la gestion la manière que nous avons connue ces 10 dernières années dans la gestion de la chose publique n'est pas une manière qui, excusez-moi, hein, qui est du vantarisme. Sinon, dans les faits, je vais donner des exemples précis. Quand vous prenez, comment appelle-t-on, dans le rang des médecins aujourd'hui, avant, on va vous dire, bon, un médecin qui est au poste, à son cabinet, au même moment, et lorsqu'il va dans le service public, les malades vers son cabinet. il y avait un certain nombre de... Je n'ai rien contre les médecins, qui m'en excusent, j'ai des parents médecins. Mais quand vous prenez... Il y avait des pratiques. Et qui, comment... il n'y a même pas... Il n'y a pas plus concret d'humanisme que de régler les problèmes pour que le commun des mortels, s'il a la chance, enfin, s'il pas mégal, il tombe malade, qu'il ait les mêmes chances d'aller dans des hôpitaux publics et se faire soigner sans être obligé d'aller. Ça, c'est de l'humanisme. Ça, c'est un exemple concret qui montre que le président Talon est humain. Parce que ce n'est pas en allant distribuer de l'argent sur le terrain avec fanfare et autres là qui montre qu'on est humain. Non, c'est lorsque vous êtes capable de prendre des décisions qui impactent le plus grand nombre dans leur quotidien, dans la façon dont ils vivent au quotidien. C'est ça le plus essentiel. Voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut trouver d'autres exemples aussi dans ce sens. Mais ce qui est aussi important, c'est que est-ce que vous pensez que en l'état, on est sûr des travaux que Patrice Talon a eu à mener, on est sûr de la qualité de travail qu'il a abattu, on est sûr des résultats auxquels il est parvenu, mais est-ce que vous pensez que si la compétition a lieu, si Agbodjo se retrouvait face à Ouadagni, il serait possible que le match soit serré? Ou vous pensez qu'il y aura un écart en faveur de Ouadagni? En fait, moi je regrette ce qui se passe au sein du Parti des démocrates. Parce que... Mais vous ne pensez pas qu'il y a une main invisible derrière? Oui, mais vous savez, on a l'habitude, et ça c'est le problème des Béninois. Même dans nos familles, lorsque tu as des maux de tête, directement tu vas penser que c'est ta tante qui est au village qui t'a ensorcelé. On pense toujours que ce qui nous arrive est du fait des autres. Mais ici c'est le Bénin. Naturellement, le Béninois, c'est la psychologie
de notre pays, hein, c'est la culture, hein, c'est factuel, ça se sent. Du coup, ce qui se passe au niveau des démocrates est interne au parti. Mais est-ce que jusqu'ici, il y a des éléments, il y a des faits qui montrent de façon extensive, de façon tangible, qu'il y a une intervention de la part du gouvernement ou bien de la part des membres des partis de la mouvance présidentielle dans ce qui se fait? Moi, je pense... Vous parlez à des journalistes politiques. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ce que moi je remarque, je parle des faits. Je ne supplie pas... Parce qu'on est en train de creuser. Oui, on est en train de fouiller. Moi, je ne suis... On est en train de chercher. À l'instant où je n'aurai pas d'autres faits contraires Tout à fait. qui me montrent qu'il y a eu véritablement Des mains invisibles, moi, je pense d'abord... Et c'est... Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. En tant que syndicat, et ça, c'est une expérience que nous avons eue. En tant que syndicat, au moment où on faisait nos luttes syndicales, à un moment donné, le chef de l'État, l'ancien chef d'État, avait cette, je peux dire, cette facilité de mal gérer les ressources humaines et d'être contraint à prendre des décisions qui entraînent le pays dans des incidences financières. Et vous allez voir, nous on est des travailleurs, on en profitait. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il prend déjà la décision sur le terrain, après on se rend compte que c'est compliqué. Après on se rend compte que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend d'abord de leadership. Vous pensez que ça le rattrape maintenant? Oui, ça le rattrape un peu dans la mesure où le leadership qui devrait imprimer au niveau du Parti des démocrates n'est pas suffisamment ficelé au point où il ne maîtrise pas ces éléments. Sa troupe. Donc la troupe lui échappe, des éléments lui échappent. Oui, forcément. Voilà. Il y a eu trop de frustration. Ouais. Et, excusez-moi le terme, et ça, moi, je l'ai vécu quand j'étais directeur des études de la programmation et du suivi et évaluation du Fonds national pour l'environnement et le climat. Il y a une forte propension de régionalisation, de régionalisme dans l'administration au temps de Yahya Boni. Et je suis honnête en le disant. Et c'est la même chose qu'il a transposé dans le parti. Qui a été un peu transposé au niveau du parti. Donc c'est un terrain fertile pour la victoire de votre candidat. Non, moi j'aurais aimé que les démocrates, comment appelle-t-on, compétissent. Et bon, ils vont le faire, je le souhaite cela. Ce n'est qu'à ce niveau-là que vous allez comprendre qu'en réalité, les populations à la base sauront apprécier le capital de Patrice Talon. Voilà. Par rapport à... Voilà, je ne vous arrête pas, mais on est pris par le temps. Déjà, oh là. Tobila, commencez par nous dire, hein, comment voyez-vous le Bénin après 2026? Bon, mais écoutez, après 2026, le Bénin a déjà pris son envol. Et rien ne peut l'arrêter. Et ça, j'ai la conviction de ça. Quel que soit le président qui va arriver, je suppose même que demain, M. Agbodjo devienne président de la République du Bénin. Il y a des réformes qui ne peuvent même plus changer. On ne peut plus revenir. On ne peut plus revenir en arrière. Le fait est là. Est-ce que vous voyez? Les questions de numérisation, de digitalisation, de l'économie, il ne peut pas revenir en arrière, puisque c'est des choses qui ne sont pas des acquis. Vous voyez? C'est intéressant pour le peuple. C'est intéressant pour le peuple. Donc, moi, je pense que beaucoup de réformes ont été réalisées et qui, aujourd'hui, nous mettent sur une pente donnée. Et cette pente-là, nous pensons qu'il faut travailler à la faire grandir. Après 2026, ça va être la jeunesse au pouvoir. La jeunesse est déjà au pouvoir dans une certaine mesure. C'est pourquoi nous avons eu la chance d'occuper des postes de responsabilité de ce niveau avec notre âge. Ce n'était pas évident. Avant, c'était les cheveux blancs. Avant, c'était les cheveux blancs qui étaient préfets. Donc, on peut dire que c'est avec Patrice Talon que nous avons connu des préfets de la quarantaine. Et parfois même moins. Bien sûr, et des directeurs départementaux, des directeurs généraux de sociétés, etc., qui ne sont pas d'un certain âge. Est-ce qu'ils n'ont pas quelque part trahi ces jeunes qui ont été appointés? Bon. Est-ce qu'ils ont bien fait le job? Vous savez, ça dépend. Ouais. Je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise d'apprécier mes collègues qui... parce que... mais vous allez regarder dans votre caméra et donner des conseils aux jeunes. Toute obédience politique confondue. S'ils sont appointés à un poste de responsabilité. Alors,
la première chose que je vais leur dire, c'est d'être authentique, de s'engager totalement. Parce que l'engagement est le premier élément de réussite. Lorsque vous arrivez à un poste et que vous ne vous engagez pas, si vous êtes à un poste et que vous pensez à votre fauteuil, vous le perdrez très rapidement. Même si vous le perdez, vous le perdez sans résultat. Donc, il faut travailler, il faut être dans le feu de l'action et il faut faire les choses de façon en respectant les normes. Vous pouvez avoir beaucoup de coups, mais l'essentiel, vous aurez la satisfaction morale d'avoir servi votre pays en toute honnêteté, avec tout votre être possible. Et ça, c'est la première chose que je peux dire à la jeunesse. La seconde, c'est qu'il faut préparer d'autres jeunes. Il ne faut pas faire ombrage aux autres. Il faut donner la main. Il faut donner la main aux autres. Il faut être solidaire. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que beaucoup de jeunes, quand ils accèdent à des positions données, ils se détachent totalement. Et ils n'aiment plus que d'autres jeunes arrivent dans le système pour pouvoir les concurrencer. Pour pouvoir les concurrencer. Bon, oui. C'est un peu dommage. Donc, il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Il faut faire en sorte. Vous voyez le Sénégalais, lorsque le jeune Sénégalais est promu quelque part, que ce soit au plan international ou au plan national, son réflexe, c'est d'amener son frère jeune pour qu'il l'aide à réussir sa mission. Et s'il entend une opportunité quelque part, la première personne qui l'envoie, c'est son frère. Mais le Bénin ne fait pas ça. Et c'est le pays qui gagne. Et c'est le pays qui gagne. Mais nous, on n'est pas habitués à des... Donc, il faut qu'aujourd'hui, ça change. Qu'en tant que jeunes, lorsque nous accédons à des postes de responsabilité, que nous fassions tout possible pour que d'autres personnes, d'autres jeunes comme nous, puissent être à nos côtés et qu'il y a des opportunités qu'on puisse les donner et qu'ils évoluent, qu'on évoluera ensemble. On ne finira pas cette émission sans vous demander vos ambitions politiques. Oh là. Modeste Toboula, vous êtes membre d'un parti politique. Ouais. Que feriez-vous dans tout ce qui vient là, en 2026? Non, déjà, j'ai pris du temps pour faire une auto-évaluation de mon action politique à la tête de la préfecture. Vous savez, quand on a subi ce que moi j'ai subi, il faut forcément une période de recul, de retraite. C'est ce que j'ai observé. Actuellement, moi, je n'ai aucune ambition politique. Moi, ceux qui me connaissent d'habitude savent que je ne suis pas du genre à courir derrière les choses. Non, pas du tout. Si les choses viennent à vous, ben oui, pourquoi pas. Je suis un être humain. Absolument. Mais dire que, bon voilà, je fais ci pour ça, je ne suis pas... dans cette logique. Moi, mon objectif, c'est... J'ai toujours été militant. J'ai eu une vie de militant. Depuis le collège jusqu'à ce jour. D'accord? Président d'association, président de mouvement politique, au campus, membre d'associations étudiantines. Donc, je ne peux pas vivre sans militer. Je ne peux pas vivre sans militer. Et donc, partie de vous. Ça, c'est moi, ça. Donc, je veux reprendre ma vie de militant et je suivrai les instructions de mon parti politique et je veux mouiller le maillot pour mon candidat parce que, pour moi, c'est un capital qu'il faut préserver. Je ne vais pas laisser autant de plumes pour qu'aujourd'hui, on puisse jeter l'éponge. J'ai intérêt à travailler pour que le capital que nous avons laissé en 10 ans, que ça soit pérennisé pour les générations futures. Voilà, Modeste Toboula, je vais vous demander votre mot de fin. Ben, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup parce que c'est la première fois après autant d'années que je prends la parole pour pouvoir expliquer quand même un peu les circonstances dans lesquelles nous avons travaillé pour dire que je suis toujours de cœur avec les Cotonois et que si éventuellement j'ai la chance d'être avec eux dans les campagnes à venir et tout, qu'on aura le temps de s'expliquer parce que beaucoup attendent de moi quelques explications. Absolument. Et je voudrais dire simplement que l'objectif, c'est que notre pays gagne. Absolument. Si nous travaillons, si nous avons fait des choses qu'aujourd'hui, qu'on nous permette de gagner ensemble.
Merci beaucoup. Voilà, merci à vous Modeste Toboula, merci à Moïse Soudey. Mesdames et messieurs, tout ceci, cette action engagée par Modeste Toboula dans la ville de Cotonou, qu'on le veuille ou pas, on en bénéficie aujourd'hui. On a des amis qui se sont reconvertis et qui s'en sont sortis, mais c'est vrai qu'il y a d'autres également qui en ont fait les frais, et il faut le reconnaître, mais tout ceci, c'est pour le bien-être, selon Modeste Toboula, des Cotonois. Mesdames et messieurs, on espère qu'au bout de 52 minutes, vous avez tiré l'essentiel de l'homme. Il continue dans les actions politiques, il continue dans ses activités au quotidien. Et Modeste Toboula, soyez sûr, en 2026, on aura d'autres surprises avec lui. Merci à chacun et à tous.